Et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo où on va enfin vous donner du sang, on va enfin vous parler des remakes qu'on C'est le trouve. sujet qui fâche là. Je vais vous parler de Mulan de Disney. Malheureusement pas celui-là. Voilà, merci pour le prêt de DVD pour faire un gag nul. Je parle évidemment du remake de 2020. Nous avons une très bonne nouvelle. La marieuse a trouvé pour toi l'époux idéal. Alors, Mulan, de quoi ça parle? Eh ben, dans les deux cas, ça parle de Mulan qui va prendre la place de son père dans l'armée de l'armée chinoise parce que lui, il est trop vieux pour combattre et du coup, elle va se faire passer pour un homme et au final, elle va sauver la Chine. Voilà. Alors, vous vous demandez peut-être, mais enfin Richard, pourquoi est-ce que tu as choisi ce remake-là précisément pour parler de mauvais remake? Parce que c'est un mauvais remake. Non, je voulais que tu me reposes la question. Oh, Richard, mais pourquoi as-tu choisi Mulan, le remake live action de Disney, pour faire du pognon? Merci de me parler, de me poser la question de manière si naturelle. Écoutez, je vous parle spécifiquement de celui-là parce que pendant longtemps, c'est-à-dire au début de la grande vague des remakes live action Disney, je faisais partie de ces gens qui disaient « Les gars, calmez-vous, oui, ils font ça que pour le pognon, mais c'est pas vrai qu'ils détruisent leurs films. » Là, en fait, je trouve que spécifiquement avec ce Mulan-là, ils ont juste été d'un laxisme incroyable pour des raisons en coulisses qui justifient que effectivement le remake n'allait pas être juste une ressucée du film originel, ce qui est le cas de beaucoup de remakes, hein, qui sont juste des ressucés avec des tout petits changements pour faire genre, regardez, c'était important de faire ce remake. Je veux par exemple la Belle et la Bête où il te justifie que la Bête elle est méchante mais enfin bon il se faisait battre par son père ou que Belle était tellement intelligente qu'elle a inventé la machine à laver, ça sert pas à grand chose. Là... Donc qu'est-ce que c'est cliché, bordel? Ah mais... Ah non mais tu l'as pas vu la Belle et la Bête? Non parce que ça m'intéressait pas. Mais c'est incroyable à quel point tu fais Non mais genre elle est inventrice parce que son père est inventeur. Sauf qu'elle invente la machine à laver parce que c'est une femme. Bah, vraiment c'est ce que ça donne comme image. Bref. Parlons la machine à laver, moi. Non, mais attends, Je crois qu'elle avait inventé l'eau chaude. Nous allons remonter au premier Mulan en 1998. Mulan sort au cinéma, ça fonctionne très très bien. Et on peut se demander, ah mais à qui profite tout ce succès? Bah ça profite à Disney évidemment, mais ça profite au gars qui est parti 4 ans plus tôt avec les droits du film, à savoir Jeffrey Katzenberg. Mais c'est qui Jeffrey Katzenberg? Mais c'est qui Jeffrey Katzenberg? Merci, tu apprends bien ton texte. Jeffrey Katzenberg, en fait, c'était le responsable de Disney Animation à peu près Basile Détective Privé à 1994. C'est quoi le film qui est sorti en Roi Lion. Ah, le Roi Lion. En fait, quand le Roi Lion est sorti, il s'est barré parce qu'il n'a pas eu de promotion. C'est chef-d'œuvre. Voilà, et en fait, c'est lui qui a donné ce qu'on appelle le nouvel âge d'or. Parce que c'est lui qui allait chercher Howard Ashman et Alan Menken et qui leur a dit, ça vous dit de bosser sur un truc qui s'appelle La Petite Sirène, et puis voilà. Bref, il a donc redonné ses lettres de noblesse à Disney, et quand il n'a pas eu de promotion, il s'est barré, et il y a un certain monsieur qui s'appelle Steven Spielberg qui lui a dit « Viens, on fait un studio d'animation qui va s'appeler DreamWorks. » Ouais. C'est juste ça, Jeffrey Katzenberg. Mais, comme je l'ai plus ou moins dit, il a fait un petit coup de Trafalgar, c'est-à-dire qu'en fait, 1994, ils ont lancé Mulan sous sa houppette avant qu'il se barre.
Donc il a gardé les droits. Et donc tout ce qui a été inventé pour le film et qui ne faisait pas partie de la légende de base, si c'était réutilisé pour, par exemple, un remake, c'était du pognon dans sa poche. Disney n'est pas partageur. Ah, je suis choqué là, ce que tu dis ça, là. Je pensais qu'il était... Après, le Père Noël n'existe pas. Disney n'est pas partageur. Mon Dieu, Mickey existe. Non. Je vous ai vu. J'existe pas. Pardon. Enfin. Alors, du coup, comment qu'on fait quand on est une grosse corporation qui a envie de faire des remakes et quand même faire un peu de pognon? Et ben, on prend donc ce truc très populaire qui est Mulan. On ne met pas Mushu parce qu'on n'a pas le droit. On ne met pas Shang parce qu'on n'a pas le droit. On ne met pas la grand-mère parce qu'on n'a pas le droit. On ne met pas les ancêtres rigolos parce qu'on n'a pas le droit. On ne met pas les chansons parce qu'on n'a pas le droit. C'est compliqué, hein. Non, c'est que moi on m'avait dit que ça n'avait pas mis Mushu parce que ça n'avait pas plu au gouvernement chinois. Est-ce que Oui. C'est Disney, hein. Oui. le gouvernement chinois Disney. Non mais, alors, c'est vrai qu'effectivement, ils ont dû un peu graisser la patte au gouvernement chinois pour tourner à côté de camps de concentration ouïghours. Oh putain. Ce film est né sous une bonne étoile. Bah, en plus, oui, il fallait graisser la patte du gouvernement chinois parce que le marché chinois, on l'a pas dit, mais à l'époque de la sortie du premier Mulan, c'était pas important, c'était même ils s'en foutaient. Ah ouais, aujourd'hui, ça représente des milliards. Donc c'est ça. forcément. Par exemple, l'actrice qui joue Mulan, qui s'appelle Liu Yifei, je le redirai pas. Comment ça s'appelle, t'as dit? Elle s'appelle comme ça. Et là, t'écriras le nom et je t'emmerde. Et donc, actrice chinoise très célèbre en Chine, qui a fait un peu de films en Amérique depuis, qui parle très bien anglais, qui joue comme une tanche. Il n'y a pas de charisme aussi, il faut l'avouer. Oui, c'est le fait qu'elle joue comme une tanche, ça aide pas à avoir du charisme. Oui, hein. c'est sûr. Et qui, surtout, parce que à la période où le film est sorti, comment dire, déjà 2020, devinez ce qui se passait en 2020 au niveau de la santé mondiale, et surtout à Hong Kong, il y a eu beaucoup de manifestations, et plein de gens du peuple qui ont dit ouais, la police c'est des connards. Devinez, parmi les gens qui sont des comédiennes qui ont bossé pour Disney, n'ont pas dit que les policiers c'était des connards, au contraire, ont dit que c'était bien les violences policières. Ce film est né sous une bonne étoile. J'en suis aux comédiens-comédiennes. Je vais éviter de citer les autres gens parce que en fait c'est surtout des Sino-Américains qui ont envie de passer à autre chose dans leur vie de comédien. Notons quand même la présence de Jet Li qui joue l'empereur. Nous en privé on soupçonne que c'était Jackie Chan qui devait jouer de base mais qu'il n'a pas voulu. Il a eu raison. Il a eu raison. Parce que bon, Jet Li, avec tout l'amour que j'ai pour lui, clairement il est en train de mieux en avoir rien à foutre et mi trop en faire. Ah bah sa carrière américaine c'est clairement pas du haut niveau, hein. Ça on va pas se Mais lui il est au courant. Et surtout, dans le rôle du commandant instructeur qui n'est pas Shang, l'intérêt amoureux de Mulan, mais qui est juste le commandant instructeur qui est pote avec le père de Mulan, et du coup on se dit que peut-être il va soupçonner que Mulan n'est pas vraiment un garçon, sauf que non. On a Donnie Yen. Merde. Pareil, il est venu se faire un chèque, et c'est que quelques années plus tard où il s'est rendu compte qu'il y avait des bonnes productions américaines où il pouvait aider, genre John Wick 4. Oui. C'est genre... Et je sais plus du tout. En fait, je crois qu'il a fait Rogue One, il s'est dit je crois que Disney ils font des bons trucs, et après il a fait Mulan, il a fait ah non. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'avant il a fait Rogue One, qui est très bien. Et Surtout son rôle est excellent. Son rôle est très bon. Voilà, il est génial. peu importe ce que vous pensez de Rogue One, son rôle est génial. Il est génial. Et ensuite, après il enchaîne avec Mulan. Correct. Et puis après, il s'est dit, je vais plus bosser pour Disney. La force non. n'était pas du côté de chez Disney à ce moment-là. Non. Est-ce qu'elle a été au moins une fois dans leur vie? Je sais pas. Est-ce que vous vous souvenez de l'introduction du dessin animé originel? Oui. Sur la muraille. Voilà. Oui, c'est ça, ouais. L'introduction du remake, c'est la jeunesse de Mulan qui fait youpla boom sur des cordes et puis sur des toits, parce que en fait c'est une fille pleine de courage et d'amusement, et elle poursuit un poulet partout dans son village qui est littéralement enfermé.
Et en fait, c'est pas bien, parce qu'en fait, pour faire des cabrioles, il utilise le chi, et le chi, c'est un truc de garçon. Je ne déconne pas, c'est à peu près ce que lui dit son père, donc on est mal. C'est-à-dire qu'on t'explique que le chi, c'est un truc qu'on peut utiliser, genre c'est pas de la force vitale comme dans la vraie vie, quand les gens qui croient vraiment au chi le pensent. Parce que bon, après, voilà, tu crois au chi, tu crois pas au chi, le chi de base, c'est ça, c'est censé être de l'énergie vitale. Donc basiquement, son père explique, le chi c'est pour les garçons, parce que c'est les garçons qui peuvent être des guerriers. Si t'es une fille et que tu utilises le chi, t'es une sorcière. Je vais maintenant vous montrer sur ma main le nombre de fois où elle fera de la magie. Voilà. et donc, on est en train d'expliquer à Mulan que... qu'elle n'a pas le droit de respirer, techniquement, parce que bon, elle n'a pas le droit d'utiliser l'énergie vitale. En fait, le chi, c'est la force, mais que pour les garçons. Oui, c'est ça, c'est débile. Ensuite, on a l'introduction des 1, qui est beaucoup moins classe que dans le dessin animé, parce que le chef des 1, il s'appelle pas... je sais pas. Quoi? Non, alors attends, dans le dessin animé, c'est Shan Yu, pardon, et là, il s'appelle Borikan. Parce que les Khan, c'est les chefs de guerre des 1. Tu fais bon, bah c'est normal de changer son nom. Parce que... c'est même pas des 1, ils ont une autre oui, c'est des Rohan. Mais en fait, c'est la prononciation chinoise des 1. D'accord. Donc tu fais ok, vous modifiez des trucs pour que ça soit plus chinois, c'est normal. C'est le seul truc bien de ce film, hein, c'est de remodifier les prononciations de tous les noms pour que ce soit des vraies prononciations chinoises. Genre Mulan, c'est pas Fa Mulan, c'est Roi Mulan. Et parce que Fa, c'est roi. Donc tu fais, bon, bah, on a trouvé les points positifs du film. Profitez-en. Parce que, en fait, cut tout le désert où il y a un gars qui s'est paumé du tournage d'Aladin, parce que le gars est littéralement un nomade du désert qui se balade, et il se fait tuer par... une femme qui est clairement une sorcière, hein, elle a un maquillage, des brûle-corps dans les cheveux, et plus le film avance, plus elle a des doigts crochus, elle le bute, et là on se rend compte que c'est un faucon. C'est-à-dire qu'ils ont pris le faucon de Shan Yu, qui était juste un faucon, et ils en ont fait un personnage de femme qui est forcé de servir le méchant très très méchant, qui du coup est moins méchant qu'elle, parce que elle, on passe plus de temps sur elle. Force du féminisme dedans, mais ils le font très mal. Ah, oui, c'est vrai, c'est pas nouveau, ça, malheureusement. C'est la période wokisme. Ah ouais, mais là, c'est vraiment, tu dis là c'est la période où tu peux dire wokisme tellement c'est mal fait. Parce que vraiment, du coup, oui, voilà, c'est là que tu peux utiliser en péjoratif. Parce que du coup, elle est méchante, elle veut tuer l'empereur. Mais bon, elle est quand même un peu esclave de Borikan. Tu fais, bah, du coup, elle est gentille ou elle est méchante? Bah, elle sera gentille à la fin quand elle va aider une fois Mulan et après mourir. Ouais, quand on s'en rend compte. Super, le féminisme. Qui était le mauvais camp et... alors, Borikan, est-ce que vous vous souvenez de Shan Yu, à quel point il est classe dans son introduction? Ouais. Ah bah ouais. Borikan n'est pas classe dans son introduction, ni dans la suite du film. Oui. Les personnages fonctionnent de je suis méchant qui va taper gentil. Et Mulan doit m'arrêter. Fin. Quand tu le racontes comme ça, on dirait tellement que tu sais le sketch des inconnus. Parce que t'es une méchante. Mais c'est gentil. Mais c'est vraiment, il est en mode ah, je suis méchant parce que l'empereur il a tué mon père, alors du coup je vais le tuer. Là c'est Laurent Changuine. Quoi? C'est quoi? Là tu viens de nous faire Laurent Changuine. Laurent Changuine. Parce que... Attention, c'est un méchant, il a des cicatrices sur le visage. Attention. Ah oui, c'est ça, il a des cicatrices sur le visage parce qu'il est méchant. Oh, j'ai pas vu ce film, mais ça me donne pas du tout envie de le voir. Mais il n'y a rien de bien. En fait, il est habillé en noir et il galope ralenti. C'est un méchant. C'est un méchant. Non, mais à la limite. Sur ses limites, il va cracher par terre, ça y est. Mais Shan Yu est habillé. Enfin, tous les 1 sont habillés en noir dans le film, donc tu fais bon, d'accord, mais là. Ouais. Et oui, les scènes de combat, ils essayent hein, de te faire croire qu'ils savent faire du tigre et dragon. Sauf que c'est filmé de trop près et c'est 2 mouvements sur 5. Donc c'est vraiment ridicule. Bref, donc ensuite, tout se passe à peu près comme dans la vraie histoire, enfin comme dans le film originel. Il faut qu'on aille chercher des hommes pour rentrer dans l'armée. Bon, la fille, elle va aller prendre l'armure discretos et se barrer. Oui, j'ai oublié de vous parler du moment où elle va voir la marieuse parce qu'on s'en fout. C'est tout simplement. Et donc,
Elle va être aidée par... Non, elle va être aidée par rien du tout. Elle va partir avec une armure sur son cheval et elle va aller voilà, au camp militaire. Et Il y a un phénix de temps en temps qui arrive. il y a un phénix qui lui montre le chemin qu'elle prend déjà. Vraiment. Et là, elle arrive au camp. Elle essaye de passer pour un garçon. Ça passe souille un peu. Et là, vous avez 30 minutes de film où elle s'entraîne au camp. Alors qu'on l'a vu badass dès le début. Hein, Alors qu'on l'a vu badass dans son enfance, sauf que là, du coup, elle se dit « Non, depuis mon enfance, on me dit il faut que j'arrête d'utiliser mon chi. Donc maintenant que je fais semblant d'être un homme, je ne vais toujours pas utiliser mon chi. » Vous pouvez pas détruire un personnage comme ça en juste le rendant débile et en prétendant que c'est du féminisme. C'est juste impossible d'oser faire une connerie aussi énorme. Je veux dire, bon, vous n'avez pas le droit de réutiliser les chansons, d'accord, vous dites du coup, vous n'avez pas le droit d'utiliser le contexte de l'histoire. Dans le film originel, bon, meilleure chanson de Disney comme un homme, excellent, mais du coup, t'as l'épreuve de la flèche en haut d'un poteau. Oui. Je pense que, même si vous n'avez pas le droit d'utiliser la flèche en haut d'un poteau, vous avez le droit d'utiliser un truc équivalent. Oui, similaire. Genre, oui. enfin, vraiment un truc qui, pareil, demande une réflexion avant d'y aller. Et qui, pour un live action, elle serait un peu plus réaliste que là, la flèche, qui, par contre, pour un cartoon, côté cartoonesque. Oui, voilà, parce que tu dis, bon, oui, dans le cinéma, tu te dis, bon, enfin, dans le dessin animé, tu dis, bon, peut-être que le poteau est un peu trop grand pour être réaliste, machin, je sais pas. Il y a ce genre d'épreuves à la con, sûrement dans l'armée à cette époque. Voilà, ouais. Voilà, et puis même un peu plus, d'une manière un peu plus moderne, il y a eu des bisutages très très débiles qui étaient des épreuves très à la con. Ouais. Donc c'est trouvable, c'est adaptable. Là non, c'est juste, elle fait pas exprès d'être douée quand elle oublie qu'il faut pas qu'elle utilise son chi, et les autres sont des soldats. C'est-à-dire, c'est quoi le rapport qu'elle développe avec les autres? Ce sont des soldats et elle aussi. Ah oui, et elle va pas aux douches communes parce que sinon elle est grillée. Du coup, elles sont mauvais. Du coup, elles sont mauvais. Voilà le développement de personnage de Mulan. Mulan schlingue. C'est la métaphore de ce film. Mulan 2020 schlingue. Comme tu l'as dit, il force trop le féminisme alors que dans l'original, enfin dans le dessin animé, ça marchait parce que c'était fait naturellement. On voyait Mulan qui avait pas confiance en elle, qui n'était pas spécialement forte, qui se cherchait en fait. Et on voyait la progression via les séquences de l'entraînement. Ouais. C'est ça. Alors Parce que là, même si c'est dans... plus C'est ça, valable, parce ça, que enfin. si... Bah non, parce qu'il a Direct, montré on très va fort dès faire le une début, femme donc forte, c'est c'est juste... Disney. Et Donc du coup, t'as pas d'émotion. Non mais là c'est juste, oh je suis une femme forte mais je dois le cacher pendant 30 minutes, Ouais, putain. Et puis surtout aussi, c'est que dans celui de 98, et c'est ça aussi, ça m'avait pointé, c'est que elle installe une relation avec les autres soldats, qui sont pas que des soldats dans l'anime. Non, finalement, ils ont des du cœur et tout caractéristiques, ça. ils ont... Oui, D'ailleurs, il y en a même qui veulent même pas être là, donc tu sais, voilà, et donc il y a une relation humaine qui se crée. Ouais, c'est ça. Puis... Et en fait aussi, il y a le respect aussi qu'ils ont. Oui, parce qu'au début, ils se vannent tout ça. Et après, Mulan gagne le respect des autres, quoi, en fait. Voilà. Bah en réussissant l'épreuve, Ouais, elle et gagne en le plus respect. après tu vois que tout le monde progresse derrière. Voilà. Parce que en fait, Ça les a galvanisés. c'est ça les galvanise de l'avoir réussi sur l'épreuve. Là c'est juste, bon bah vous vous entraînez, puis vous vous entraînez, puis ah oui, vous vous entraînez. Et puis des fois, vous parlez, vous D'accord. échangez quelques minutes de dialogue vite fait par Et tout en sachant qu'il y a le... Après, moi, c'est ça qui m'avait marqué dans l'original, dans Mulan, c'est qu'il y a le après. Vous vous souvenez quand... Ils découvrent que c'était des filles. Quand la scène, découverte. la découverte, c'est quand ils sont en pleine montagne, Oui, neigeux, et il y a tout un village qui s'est fait décimer. oui. Ah ça y a pas le village décimé. Ah, si, Il y a la plaine, non, il n'y a pas la plaine neigeuse, il y a la plaine et il y a la montagne à 8 km derrière qui, elle, a de la neige. Je comprends pas comment elle arrive à faire une avalanche. La montagne est visuellement trop loin. Et surtout, c'est pas l'armée chinoise qui a des canons, c'est les Huns qui ont des catapultes. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va choper une catapulte, elle toute seule parce qu'elle est trop forte. Ah ouais, d'accord, ok. Mais, et surtout, ah oui, parlons du pire parce que je t'ai entendu le murmurer, la révélation que c'est une femme. Elle se fait pas griller, elle le révèle elle-même.
Parce qu'elle est sur le champ de bataille, elle est en soldat, elle fait « Oh, je n'y arrive pas, il faut que je sois moi-même » et elle enlève son armure, et du coup ça lui fait une robe et elle est sur son cheval, et là en mode « Ah, un féminisme !» Limite est en train de gueuler ça. J'attends, si ça aurait pas été un film fait en Chine avec des Chinois, elle aurait gueulé Femen. Et t'aurais fait, bah, les Femen t'emmerdent. J'en suis pas une, mais je suis à peu près sûr que c'est le cas. Parce que vraiment, c'est vraiment elle enlève son armure et elle y va sur son cheval et elle chope une catapulte et elle fait l'avalanche. Et après, il y a de la poussière et de la neige partout. Et elle sort comme ça, un peu classe, elle fait « Et en fait, je m'appelle Mulan ». D'accord. Et surtout, elle est pas tuée parce que dans la séquence d'entraînement, et ça, c'est une pépite, t'as quand même un des gars qui leur dit les règles du campement. Il dit alors, si vous désertez, c'est la mort. Si vous trahissez, c'est la mort. Si vous mentez, on vous renvoie chez vous. Tu fais oui, donc dire que t'es un homme alors que t'es une femme, c'est que mentir. Donc elle a plus de danger de mort. Non. Bravo. Voilà, dans le dessin animé, il y avait un danger de mort. Bah, dans le dessin animé, oui, clairement. Et que tu ressens. C'est ça, tu ressens parce que clairement, t'as ses parents qui disent ça, t'as la mère qui dit à son père quand il se rend compte qu'elle était partie, il a dit mais va la chercher, il dit si j'y vais, elle meurt parce que je révèle que c'est une femme. Mais il dit ça en plus dans le remake. Et il dit ça dans le remake, et 5 minutes après, t'as les règles qui disent et si on découvre que vous avez menti, on vous renvoie chez vous et vous êtes déshonoré. Donc elle meurt pas. Donc vous avez éliminé le danger de mort. Et vous êtes des cons à ce point. Et tout en sachant aussi que la fameuse révélation, elle est ridicule, parce qu'en fait, en plus, ça parle de... Ça veut dénoncer, ça veut rendre Mulan forte, d'un personnage fort, mais en fait, ça prend les clichés de « je retire l'armure, voici une robe et machin ». Non. Non, c'est en plus tu prends même le cliché, c'est-à-dire que ça y est, c'est une femme, elle a une robe tout d'un coup. Oui, c'est ça. C'est complètement con. Alors que c'est juste le truc qui est... Non, mais en fait, c'est juste le truc qui est sous son armure qui pendouille et du coup ça fait une jupette. Enfin, tu fais mais. Et tout en sachant que dans la version de 98, c'est beaucoup mieux amené parce que là, elle se fait gauler, mais par le biais du fait qu'elle a sauvé quelqu'un. Oui, et qu'elle s'est fait blesser. Et que du coup, t'as le médecin qui fait alors. Je lui ai fait une palpation, il manque 2-3 trucs et il y a 2 trucs en plus. Mais c'était pour une flèche dans l'épaule. Et je suis médecin, je suis minutieux. Et surtout, en tant que spectateur, cette révélation-là, quand elle se fait choper, t'as peur parce que tu te dis, mais comment vont réagir, ils vont la buter. Et j'aime beaucoup la phrase que dit Shang. Une vie pour une vie, m'a été payée. J'aime beaucoup, parce que c'est... Ouais, oui. Ok. Et là, bon, c'est Donnie Yen qui le dit, sauf que du coup, c'est pas le même contexte, c'est vraiment pars-toi et si tu reviens, je t'exécute. Tu fais, oui, mais enfin, t'es en train d'obéir aux lois que tu nous as données il y a 20 minutes, quoi. Petite leçon pour vous, les amis, le féminisme, c'est pas rendre une femme une Marissou. Parce que là, c'est littéralement ce qui se passe dans ce remake, c'est que non, Mulan elle est trop forte depuis le début, mais depuis sa naissance, elle est ultra forte. C'est juste que bon, elle se cache parce qu'on lui a appris à avoir peur de son propre pouvoir. Mais son pouvoir, c'est d'être une femme trop forte. Voilà. Ah oui, truc qui du coup lui est remis dans la gueule par la sorcière quand elle la rencontre. Et tu lui dis, tu es comme moi, tu utilises ton chi, tu es toi aussi une guerrière. Et là tu fais, meuf, on t'a vu utiliser la magie, toi t'es une sorcière. Elle, c'est une guerrière parce qu'elle est en armure, toi, t'es une sorcière. Arrêtez de pas comprendre vos propres règles. Bref, ce film me rend un peu fou. Ouais, je vois ça. Non, parce que je trouve que c'était une belle occasion, justement parce qu'ils n'avaient pas le droit de pas faire un remake plan par plan et écrit par écrit. Travailler, en fait. Oui, travailler. Ouais. Ouais, parce que tu vois, tu prends le remake de Peter Elliott le Dragon. Oui. Ils ont tout foutu dans une réserve, réserve avec, naturelle de forêt. Donc du coup, t'as pas les mêmes personnages du tout, quoi. En fait, t'as Peter, t'as le dragon, et après les autres personnages, c'est pas les mêmes parce que c'est vraiment son grand-père. Et du coup, ouais, que tu aimes le film ou pas, d'accord, mais au moins il est vachement plus intéressant que les remakes refaits. Ils ont tenté quelque chose d'autre. Ils ont tenté un truc. Ouais. Et là, je me disais, mais avec Mulan, il y avait l'occasion de faire pareil. Et les mecs, non, ils ont... Enfin, vraiment, le film qui te donne, t'as l'impression qu'ils chouinent de « Oh, on peut pas faire ce qu'on veut et machin ». En plus, il y a même pas les chansons. Mais regardez, on peut quand même vous mettre réflexion en fond de temps en temps. Oui, sur les scènes de combat, c'est vrai que sur les scènes de combat, une musique aussi lente que réflexion, ça donne envie, tiens. C'est épique. De voir derrière la 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 pendant qu'elle est à cheval en train de faire bah, tu fais... C'est l'ambiance. Bref, je suis énervé. Pour revenir sur ce que tu disais,
quand tu veux faire un personnage féminin fort, n'aie pas peur de montrer ses faiblesses, c'est ça aussi qui m'énerve. Oui, comme un personnage fort masculin. Mais oui, justement, le fait qu'un personnage ait des faiblesses, c'est ce qui fait qu'on va s'attacher au personnage et qu'ensuite on va le voir évoluer. C'est ça qui donne une évolution. Bah oui, c'est ça, j'allais le dire. Ripley, c'est l'exemple parfait. Ah oui, Dire, moi, à chaque fois qu'on me demande ce personnage féminin, à chaque fois qu'il me vient en tête, Ripley. Et oui. Même Sarah Connor, personnage dans le premier Terminator, c'est une femme fragile au début, qui devient de plus en plus forte au fil du temps, au fil que le film. J'en ai un autre, voilà. beaucoup plus récent. Furiosa, on en parle Ouais. Hein, c'est quand même un personnage féminin très fort. Hein, Ouais. et surtout au fait que depuis que la sortie de Furiosa, ça remet encore plus en structure, en plus en avant même Mad Max Fury Road, parce qu'on là on suit réellement tel qu'elle est à ce moment-là, même si on a vu son passif avant. Ouais. Et là pour le coup, c'est un personnage féminin certes, mais un personnage extrêmement fort. Voilà. Et qui de temps en temps pleure, montre ses émotions. Voilà, On voit qu'il y a quelque chose. Voilà. Mon plan était parfait. Je voulais m'énerver sur un remake de merde, histoire de lancer une conversation annexe sur alors les femmes fortes, au bout d'un moment, va falloir apprendre à les faire. Exactement. Oui, Et en plus, je dis apprendre à les faire, on vous donne des exemples de quand ça a été fait, des trucs récents, des trucs moins récents. Vous savez le faire. Les qualités que nous reconnaissons en Mulan. Il est de mon devoir de combattre. Enfin, moi je l'ai vu et Kevin tu l'avais aussi dit, Ouais. pour l'émission. Moi je l'ai vu quand c'est sorti. Et j'avais toujours en tête celui de 98, je l'ai vu en salle, je l'avais en VHS, oui je suis vieux, voilà. Et T'inquiète, on a connu aussi. je l'ai bouffé à mort ce film parce que je l'aimais beaucoup. Parce que ça faisait partie des meilleurs Disney que j'avais vus. C'est mon Disney préféré toujours. Voilà. Ah, c'est pas celui que j'ai dégommé, moi. Celui que j'ai dégommé avec ça ne fonctionne plus, c'était Tarzan. Ah, je Ah, pense Tarzan, il est génial. Et le truc, c'est que quand tu vois ce remake-là, déjà dès la première séquence, je me dis, on me prend pour un con, hein, très clairement. Et tout le long, je m'emmerdais. Je me suis fait chier. Ah, pareil. Comme c'est pas permis. Mais le con, ce qui me fait encore plus chier, c'est qu'il y a quand même deux acteurs importants du cinéma HK qui sont sous-exploités à mort. Hein, et je comprends parce que là c'est confirmé, parce que j'avais lu un article et tu disais, on en parlait en off, mais oui, ils ont demandé à Jackie Chan de jouer dedans. Il a dit non. Bravo Jackie Chan. Tu m'étonnes. Et le truc... En même temps, Jackie Chan de base c'est Shang dans la version mandarin du premier film. Tu m'étonnes que les mecs, il a dit alors on fait un remake, il fait non c'est bon, j'ai déjà joué dans le truc. Et le gros souci, c'est qu'avec ce film-là, ça montre l'incapacité de Disney de prendre des risques déjà, d'évoluer. Avec leur remake. C'est ça, le fait qu'ils aient énormément de contraintes avant peut être un exercice intéressant dans le sens que, ok, on a beaucoup de contraintes, donc ça veut dire que on oublie ce qu'on avait fait dans l'original, et on fait quelque chose de nouveau, comme tu as dit, quand ils avaient fait avec Elliot. Oui. En effet, limite, Elliot, le seul truc qu'on pourrait, pour certains qui ont surtout de la nostalgie, c'est la gueule du dragon. C'est-à-dire, nous avant, on a connu le dragon qui avait plutôt une gueule de vache, et puis là, on a celui-là qui fait plutôt Falcor mélangé avec de l'herbe. Moi j'aime bien. Mais j'ai bien aimé, l'histoire était intéressante. Parce qu'il a toujours une bonne bouille au final. C'est ça, ouais, et l'histoire était intéressante, et en plus d'actualité, c'est-à-dire que du coup ça touche beaucoup de gens. Oui. La déforestation, en effet, de prendre tout ça. C'est à l'époque Shackman dedans, celui-là Non, il y a Kellerman. C'est Kellerman, ouais. Voilà, ça c'est intéressant. Et du coup, quand tu me parles en effet de celui de Mulan, en effet, moi ce que j'ai retenu et ce que je vous entends me dire, c'est qu'en effet, ça c'est des gens qui étaient en train de chouiner sur le fait qu'ils n'avaient pas le droit avant. Mais attends, c'était peut-être un peu plus malin, peut-être qu'ils auraient pu. Mais comme ils sont pas partageurs, comme tu l'as dit, peut-être qu'ils auraient pu les revoir le gars en disant ouais, j'avoue qu'on va mettre au bout du bout, est-ce qu'on peut pas trouver une contrainte quoi un compromis. Là, demander à un studio d'être malin, c'est peut-être pas trop en demander. À Hollywoodien, ouais, c'est vrai que depuis quelques années, c'est vrai, leur demander d'être intelligent un petit peu, c'est pas forcément. Mais en fait, Mulan fait partie des pires remake live action de Disney. C'est peut-être voire même le pire.
Bah du coup j'avoue que parce que on pourrait parler de la fameuse Blanche-Neige, mais du coup quand vous me parlez de ça je suis en mode, j'avoue qu'entre Blanche-Neige et celui-là je suis en mode waouh, il a du level quand même. Je l'ai pas vu Blanche-Neige. Moi du coup j'ai dû le voir. Je suis persuadé, parce que j'en ai rien à péter, je suis persuadé que ces couleurs de peau c'est pas le problème. Tu peux en trouver 15 000 avant. Non, parce que même d'ailleurs dans celui-là je trouve que toi qu'on parlait beaucoup de gens qui gueulent, la façon dont ils ont imaginé pourquoi ça s'appelle Blanche-Neige était plutôt intéressante. J'étais en mode ça j'aime bien, c'est intéressant. Mais en effet, le film il invente rien. En fait ils ont pris comme ils ont fait, en plus ils ont pris plein de seaux dans la gueule. Au final à la fin, tous les idées que vous avez mis de côté, machin et tout. En fait, à la fin, c'est revenu le vrai classique. Hein. T'as les nains, t'as le délire de la pomme. Bon, magnifiquement, c'est autre chose. Et puis, par contre, juste la fin, qu'ils sont partis dans leur dire encore wokiste, genre non, ça va pas se terminer avec le baiser, ça va se terminer que Blanche-Neige, elle va se. Elle se réveiller tout seul. Non, elle va se. Alors, je sais plus si ça se réveille tout seul. Parce qu'il y a pas ce qui arrive, il y a le délire du cercueil. Enfin, il n'y a pas de cercueil, juste sur une pierre. Mais à la fin, en fait, il faudra que la sorcière ne meure pas par les nains dans la montagne. Non, la sorcière dans son château. Donc du coup, là, on a toute une nouvelle truc. Sur les spoils. Où elle va, là, ça y est, on a le dire du wokisme. C'est-à-dire, en fait, maintenant, c'est une meneuse de guerre. Voilà. Et elle emmène tout le monde au château. En fait, j'étais une femme forte depuis le début. Tu fais, mais pour combattre la sorcière. T'as eu l'évolution ou bah non, je t'ai planqué chez des nains. Mais j'avoue, maintenant que tu me parles de Mulan, je suis en mode là, le level entre Blanche-Neige et Mulan, là, je suis en mode Et en fait, j'étais forte. Non, évolue, pitié. Bah oui, enfin. Je pensais que Blanche-Neige était moi pour moi le pire. Après la petite sirène, je suis en mode Mulan, là, il en tient une sacrée couche. Et comme tu dis, Jonathan, c'est un des pires remakes live action, mais pas parce qu'il tente quelque chose de différent, parce qu'il le fait mal. C'est ça, c'est lui, il fait mal. Ça, c'est... Parce que c'est bien, c'est mieux de faire un truc différent que du plan par plan, mais il faut bien le faire, quoi. C'est ça le problème. Puis à un moment donné, proposer quand même que tu peux avoir des contraintes de droit, etc. Ok, mais à un moment donné, tu te dépatouilles au mieux. Tu dis bon bah les gars, on va réécrire l'histoire, on va construire des vrais personnages. Ce genre de choses, tout ça, voilà, ou d'évolution. Tu as cité Ripley, Ripley est un excellent exemple. C'est-à-dire que tu vois une évolution de dingue, film par film d'ailleurs. Ouais, film par film. Mais même dans le premier. Dans le premier, tu vois, la peur, et après le délire du survival, vraiment en mode. Là, il n'y a plus le choix en fait. C'est en plus un vrai cas que tout être humain a en soi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, c'est même plus toi qui contrôle ton corps, c'est vraiment le délire de survivre qui fonctionne. Voilà. Et elle garde ça dans les autres, elle devient forte, et en effet, on a une vraie évolution. Et elle devient, elle devient ce qu'elle est. Et ça devient un personnage que je trouve énormément respecté. Enfin, je veux dire, ce personnage, j'adore. Ouais. Et Mulan, ce remake bidon, c'est le cas typique de le cahier des charges, merde, il y en a un, on peut pas, bon bah c'est pas grave, on va mettre ça, y a pas, ça marche pas, on s'en fout. Faut plaire au marché chinois. Qui c'est qui est dispo? Jet Li. Vas-y. Donnie. Elle était bien Donnie Yen dans Rogue One. Viens, on va le mettre. C'est ça, hein. Ouais, mais la force, il fait plus correct. Voilà, non, mais c'est ça, Mulan. Hein. C'est il manque de sorcières. Faut mettre une sorcière, les gars. Intelligent. Sorcière maléfique Disney. Mais bien une battante. Allez, il faut la robe. Il faut la robe qui va avec. Oui. C'est ça, Mulan. Voilà, égale robe. Pour montrer qu'elle s'assume en tant que femme, son armure, ça devait être robe et tout. D'accord, on peut avoir la scène de ces trois potes qui se déguisent en geisha pour l'accompagner et sauver l'empereur. Bah non. On l'a pas non plus ça. Non. Alors faut pourtant, ça aurait pu être vu dans leur délire à eux qu'ils aimaient bien en général. C'est rigolo. Limite presque ridiculiser l'homme, ils auraient pu copier dans c'est parlant. Mais oui, c'est parlant parce que du coup c'est parlant. En plus, vu qu'ils font exactement ce qui fait qu'elle a gagné leur respect, c'est-à-dire c'est le moment où ils montent un pilier et que du coup, après, ils se déguisent en geisha pour tromper les uns et tout, tu dis bah... Et c'est le moment où tu les vois être efficaces, ils sont habillés en femme, je trouve ça génial. Moi. C'est extrêmement drôle. Non, mais ça va pas passer ça. Non. Allez, on retire. Oui, alors, voilà, t'as quand même. Bon, Disney qui utilise les LGBT qui après les efface, vous avez 3 heures. Merci Richard pour ce coup de gueule. Oui. Putain. J'avoue que continue après Richard qui va te faire un coup de gueule de malade. Je suis fatigué. Et nous allons passer au film suivant. Il me semble que c'est le tien. Ouais, c'est le mien. Et nous allons
Pour se reconnaître. Presque directement dans un autre cas de figure. Un autre cas de C'est figure, un film d'horreur. Le film En quarantaine, qui est, comment te dire, qu'en un seul coup un remake qui est simplement juste un vulgaire plagiat, qui pour moi, alors je connais pas toute l'histoire, j'ai pas tout regardé en général sur la production, qu'est-ce qu'ils en racontent. Donc c'est un remake de quel film déjà? Mais voilà, c'est un remake donc, du coup d'un très bon film espagnol qui s'appelle Rec. Donc du coup un film qui a ses défauts aussi, mais qui a remis on va dire un petit coup de souffle nouveau à un genre qui s'appelle le found footage. Oui. Fait dans les années, alors celui-là c'était en 2007 si j'ai pas de bêtises, ouais, ça 2007, donc un petit souffle qui faisait du bien, qui venait des Espagnols, qui je trouve à chaque fois comme la plupart des films espagnols, il y en a très peu d'horreur qui sortent en général, mais généralement souvent bien fait et rajoute une claque en général au genre en général. Et donc du coup donc là c'est un found footage qu'on va simplement raconter une histoire qui va se passer dans une soirée où en fait une personne qui donc a créé une petite émission qui s'appelle Quand vous dormez, et qui donc raconte en gros les métiers qui se passent quand les gens dorment et autres. Et donc là par exemple pour celui-ci elle a décidé d'interviewer en fait et de suivre pendant toute une soirée on va dire une caserne de pompiers. Et qui ce jour-là, alors qu'elle découvre un petit peu comment c'est une caserne de pompiers haute, elle espère qu'il soit appelé pour jouer une petite intervention à la con, pour qu'elle puisse au moins les suivre même pendant l'intervention et pas juste être dans la caserne. Et il s'avère que son souhait est fait, parce qu'en effet quelqu'un appelle, mais par rapport à un petit malaise dans un immeuble. Et donc du coup ils y vont et il s'avère qu'en fait en allant rapidement dans l'immeuble, la personne en question attaque les pompiers ainsi que les 2-3 policiers qui étaient venus comme intervention de pompiers. Et rapidement, il s'aperçoit qu'ils se retrouvent en quarantaine dans l'immeuble, on ne sait pas pourquoi. Certains se plaignent un petit peu de fièvre et autres. Et tous doivent être dans l'entrée, enfin se regrouper dans l'entrée pour un petit peu savoir qui va bien et l'autre, et puis savoir ce qui se passe. Et en fait, on découvre que de plus en plus de personnes ont des cas agressifs, et qu'en fait, en gros, simplement, c'est un délire moderne, on va dire, du zombie. Je pensais au loup-garou. Non. Un délire de zombies, et donc du coup on a ces personnes qui vont devoir survivre pendant une nuit dans cet immeuble. Du coup c'est un film qui a fait succès, donc alors je vais le lire parce que du coup à chaque fois je dis très mal apparemment les choses. Voilà, au festival Gérard May, donc en 2008, ainsi qu'un autre festival qui s'appelle le festival de Sitges en 2007, donc prix du public et prix jury, donc un film qui avait fait plutôt pas mal parler lui. Et le problème c'est que là on va parler d'un cas assez spécial, enfin pas spécial, un cas qui a déjà été vu surtout en Amérique. Surtout en Amérique. C'est pour moi c'est ce que j'appelle le cas de la jalousie, c'est-à-dire que les Américains, les Américains sont hyper jaloux et dès qu'un film sort différent de eux, que ça soit un film japonais qui fait un succès, que ça soit un film espagnol, excusez-moi, c'est pas la première fois qu'ils sont comme ça, un remake débile, parce que là on peut parler d'un remake mais spécifique, un plagiat. Moi j'appelle ça le cas les Américains savent pas lire. Et non, les Américains c'est dit non mais ça va pas, donc ils sont dit non, il faut qu'on fasse un remake. Donc le remake, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, le résumé, je vous l'ai déjà fait. Parce que ça raconte rien d'autre que la même chose que je vous l'ai déjà dit. En fait, tout simplement, c'est même pas genre on reprend l'idée de base et puis on fait un nouveau truc. Non, c'est carrément on reprend de A à Z. Et c'est pas cette fois elle suit les policiers. Non, c'est pas ça. C'est vraiment on refait la même chose et on commence pareil. Le même plan sur elle, la caserne, elle rencontre les personnes d'abord dans le réfectoire. Et là, oui, le côté américain, un petit peu genre parce qu'on avait pris une jeune actrice qui était connue dans des séries de base de Jennifer Carpenter. Donc Dexter, l'exorcisme d'Emily Rose. Oui, ok. Donc voilà, donc on prend cette jeune à l'époque, et donc, du coup rapidement il faut qu'on fasse des clichés douteuses sexuelles, on va dire, qui avaient comme par exemple dans les douches, chose qu'ils faisaient pas dans les remakes, dans l'original je veux dire. Mais sinon après comme par hasard c'est la même chose, ils sont appelés, ils vont dans l'immeuble. Et en gros c'est pour dire le film copie énormément de plans, même le final, ils auraient pu faire sans spoiler, mais on va dire que le final de l'original et on va dire qu'il c'est pas un happy end. Oui, non. Donc
stylé pour ce genre de film, surtout que le souffle qui était intéressant dans ce film là, c'est qu'en général les fan footage se terminaient souvent avec la caméra qui tombait par terre, qui s'était cassée. Là ils ont essayé de faire autre chose, la caméra continue de tourner mais il se passe quelque chose. Et bah là les Américains, de toute façon vu la jaquette, ils ont carrément repris le plan final de l'original pour le faire exactement pareil. Le film a aucun intérêt du tout. Par contre, ce que j'adore, c'est que j'appelle ça l'art du culot, parce que c'est sorti un mois après. C'est-à-dire que 2008, celui-là sortait au festival. 2009, celui-là arrive, et non, mais ils sont très loin, parce qu'ils ont osé le remettre au festival de Gérard Armé. Qui a du coup été sélectionné, mais hors compétition. Ouais, on a fait un film que vous avez déjà vu il y a un an, mais il est mieux. Je pense que Gérard Armé, ils les ont mis hors compétition pour les trolls. Voilà, ils ont dit c'est un troll ce truc, c'est pas possible. Et en fait, ils ont fait vraiment le remake total, quoi, y compris pour les festivals. Je trouve il y a le délire aussi que beaucoup de fan footage avaient, c'est-à-dire genre il faut pas arrêter la caméra, il faut toujours tourner. Malgré que l'original était un petit nouveau souffle, il a comme ce petit défaut de genre il faut tout tourner, il répète souvent. Alors que là, au début de celui-là, ils font des cuts qui est intéressant, donc qui fait plus documentaire. Par contre, à aucun moment ils font des zooms ou quoi que ce soit, comme on veut dire des documentaires, c'est beaucoup zoom. Alors que l'original en fait pas mal, donc on ressent plus au côté documentaire, on est plus intégré dedans. Celui-là le fait pas, il y a juste au début j'étais en mode ah pourquoi pas, mais en fait ouais c'est un film rushé, juste pour essayer de dire allez on a fait un remake meilleur, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste plagié, aucune idée, des personnages plats, voilà, pas du tout regardé. Mais ils en ont fait un deuxième. Ils ont fait En quarantaine terminale qui lui donc du coup ils ont compris je pense l'erreur, ils ont dit voilà on fait autre chose, mais qui est vraiment un navet, c'est pas dans un avion mais c'est chiant à mourir comparé à toi à Rec qui a réussi à quand même faire 4 films au total et qui a su pour moi à chaque fois se réinventer, même s'il y en a qui n'aiment pas trop les derniers parce qu'il y a un côté plus classique au niveau de tournage, mais moi c'est une saga toi qui a réussi à chaque fois à se réinventer. Dans le premier, on a vraiment une caméra. Dans le deuxième, on a des délire de une caméra, mais qui est connectée en même temps à des petites caméras sur les têtes des policiers. Ça se passe en même temps. Après, on a le délire de le troisième, où c'est... au début, le film est filmé comme un fan footage, mais dès que la caméra tombe par terre, on passe sur un film classique. Et le troisième, qui est dans le délire, on reste sur un film classique, mais on joue sur le délire des caméras de sécurité qu'il y a dans un bateau. Alors que bon bah eux ils ont dit voilà on plagie le premier et après le 2 on va peut-être pas faire pareil, qu'est-ce qu'on fait? Bon on fait juste le même délire mais dans un avion. Ouais. Voilà, ils l'ont appelé En quarantaine terminale. On aime bien les avions. On aime bien les avions. Changement de lumière parce que bon le soleil a tourné et que à un moment donné on ne voyait plus. Donc maintenant le coucou on est là. Vous le savez pas mais on est le lendemain. On a exactement les mêmes fringues, en fait on a juste resté là toute la nuit. Ça commence à sentir d'ailleurs. On s'est pas lavé, on n'a pas mangé, aidez-nous. On sent aussi bon que le remake de Mulan. Et donc, plagiat de la quarantaine. Kevin, tu as choisi un remake d'un film. Est-ce que c'est vraiment de l'horreur? Est-ce que c'est fantastique? D'épouvante. Voilà, je pense qu'on va dire ça. Je parlais comme ça. Et il s'agit de... En 2005 réalisé par Marcus Wainwright, je crois, qui est un réalisateur qui n'a quasiment rien fait d'autre, hein, on va pas se mentir, et qui est le remake évidemment d'un classique de Big John Carpenter, Fog. Ou The Fog en fait. En fait ça dépend en fait, c'est The Fog en anglais mais Fog en français. Ils ont enlevé le The. Les Français savent pas dire The. I got something on my radar. Looks like a fog bank, and it's moving straight toward us. What kind of fog moves against the wind? Dans le remake, nous avons comme acteurs principaux donc Tom Welling qui est surtout connu pour Somebody. Exactement, donc Clark Kent Superman dans celui-là. Nous avons Maggie Grace et Selma Blair pour les plus connus dans le remake. Parce que le reste, franchement, je les connais pas et je m'en fiche. Je me rappelle juste du gamin qui était détestable.
Tandis que dans la version de Carpenter, nous avons Tom Atkins, Jamie Lee Curtis, Janet Leigh, qui est la mère de Jamie Lee Curtis, qui est surtout connue pour une scène de douche devenue très célèbre. Les oiseaux. Extrait. Et nous avons aussi Adrienne Barbeau, qui était à l'époque la femme de Carpenter, Ouais. qui a joué pour Carpenter dans New York 97, qui est aussi connue pour avoir fait la voix de Catwoman dans la série animée Batman de 92. Et elle a joué aussi dans Creepshow de Ouais. Jean-Jean Romero. Et elle fait la voix de l'ordinateur qui joue aux échecs avec Kurt Russell dans The Thing. Oui. Eh Oh ben, putain, la vache. Je l'ai pas capté. Et Jamie Lee Curtis incarne la voix de l'ordinateur dans New York 97. C'est ça. On a beaucoup bouclé. Avec un petit caméo aussi de Carpenter, un Oui. tout petit rôle au tout début du film. Oui, ouais, dans Fug, ouais, dans Je l'original. l'ai pas capté. Oui. Et Attends, il y a je laisse aussi- ce film, mais- et il y a aussi Nancy Loomis qui avait joué dans Halloween. Et nous avons aussi Al Holbrook qui fait le père Malone, donc qui est connu pour Magnum Force, Les Hommes du Président et d'autres trucs comme ça. Donc un bon panel quoi. Oui, voilà, on a vraiment, voilà, c'était plus d'acteurs connus Oui, dans dans le remake. Et du coup, de quoi ça parle? Eh ben, ça parle de l'histoire de la petite ville de San Antonio Bay. Je sais plus exactement où, je crois que c'est en Californie, mais je suis vraiment pas sûr. Où en fait, la ville s'apprête à célébrer le centenaire de la ville d'Antonio Bay. ouais. Et en fait, ce jour-là, en fait, on a une histoire comme quoi la ville aurait été construite sur un pillage, hein, clairement, d'un bateau, le Elizabeth Bay, Putain, je suis qui est tenu un tenu cimetière par, indien. Moi aussi. qui est tenu par, en fait, la ville a été faite par le pillage de l'or du bateau, Mm. tenu par le capitaine Blake, qui était avec son équipage, qui était un équipage de personnes lépreuses. Et en fait, pour éviter d'avoir ces personnes-là dans leur ville, dans leur village, ils ont créé tout un stratagème avec un phare. Ils ont piégé le bateau avec un phare pour le faire échouer et puis ensuite les dépouiller quoi, en fait. Et le tout caché par un brouillard, pardon. Et en fait, 100 ans plus tard, le centenaire du meurtre en fait, du pillage. Un brouillard s'annonce et des fantômes se pointent et décident de tuer des gens. Vengeance! Un film comme je les aime. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire sur le remake? C'est de la merde. Alors je l'ai pas trouvé extrêmement honteux non plus, Ouais, comme c'est mais comme moi. sans déconner, il sert absolument à rien. Non. C'est tiédasse. En fait, il raconte rien de nouveau. Il tente aussi, il raconte ils ont un petit twist qui est nouveau mais qui est tellement mal exploité que Ah, dans le cimetière. là. tu comprends rien. Girafe. Oui. Pardon! Ouais, dans le cimetière à la fin. avec- Les personnages les personnages on s'en fiche carrément en fait. T'as même pas peur pour les personnages parce que t'as l'archétype même des personnages, tu sais lesquels vont survivre et lesquels vont mourir. Et Donc, t'as des personnages détestables à un point que tu dis, moi j'ai envie qu'ils crèvent. Ouais. Notamment le gamin. T'as des personnages, le truc c'est que ce film là en fait ils l'ont pris et ils ont vraiment gardé l'histoire, mais ils ont voulu le faire sur un angle de film d'horreur pour ados. Ouais, C'est exactement ce qui est écrit sur Wikipédia, hein, faut le avec dire. une romance quoi. Même Il y a- Wikipédia, ils essaient de défendre le truc, mais mal. Il y a une C'est un romance. film d'horreur pour ados. Voilà. Alors, Quand les films d'horreur Avec une pour petite vieux. romance malmenée. il y a une romance, il y avait aussi qui fait écho à la pseudo-romance qu'il y avait dans l'original. Oui, dans l'original, il y en a une. Sauf que dans l'original, c'était rushé, mais c'était fait de manière plus organique, donc on y croyait plus. Que là, c'est juste en mode, c'est une fonction en fait, voilà, t'as le héros, beau gosse, t'as la blonde, Belle gosse. hop, on les met ensemble. Voilà. Oh mon dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Serait-ce le scénarium? Et du coup, voilà, l'original a un truc, c'est qu'il est assez classique dans son déroulé. Et il est assez lent dans son rythme, mais il est lent dans son rythme.
Mais tu t'ennuies pas quoi en fait, c'est que tout se déroule de manière classique et de manière naturelle en fait. On croit ce qu'on voit, on voit l'histoire vraiment se construire sous nos yeux, et puis on voit aussi le danger qui s'amène. Et surtout la mise en scène de Carpenter est vachement bien aimée. Exactement. Et puis la musique de Carpenter La aussi. musique de Carpenter surtout. Ah bah, de De toute façon, il y a une ambiance en fait. Oui, il y a une ambiance que le remake n'a pas. Que le remake n'a pas du tout, parce que le remake essaye de faire peur, mais déjà ils essaient de faire peur avec des jumpscares. Ouais. Voilà la mode des années 2000 hein, encore aujourd'hui, les jumpscares dans les films d'horreur, parce qu'il faut des jumpscares. En plus tu les vois venir, parce que tu vois comment c'est filmé. Parce qu'il y a la musique. Non, même pas, t'aimes pas forcément la musique, c'est juste que tu vois comment c'est filmé, tu te dis, bon, bah là, va y avoir un truc. C'est comme dans Rex. Est-ce que tu vois en fait l'espace vide où tu dis il y a un truc, il y a la place. Oui. C'est ça. Non, tu sais, les jumpscares des années 2000, c'est un peu, tu sais, c'est comme dans Toy Story Rex. Hey, je t'ai fait peur. Hein, regarde, je t'ai fait peur. C'est-à-dire, c'est que tu vois un mec par exemple à un moment donné qui est penché au-dessus d'un petit canoë et qui regarde l'eau. Ah, dans le bateau avec les filles, tu vois son reflet et tu te dis, bon, bah, il y a une main qui va arriver puis qui va l'attraper, et juste 2 secondes après, t'as une main qui arrive et qui le chope. Tu te dis, ok. Tu te dis, moi, ouais. je suis sûr que ça n'a pas trop changé maintenant, c'est juste que maintenant, par contre, le public, je pense qu'il est tellement lobotisé par tout ça que quand tu vois des films comme Smile qui proposent que ça pendant 1h45, c'est-à-dire 11 jumpscares et rien d'autre, et que les gens l'ont félicité en mode c'était un truc de malade, c'était un twist soi-disant de malade, non, il n'y a rien d'intéressant dans ce film. Même plus à la fin, il était. C'est voilà. vous qui êtes malade, je crois que le Covid vous a enlevé le goût du voilà, cinéma ça, aussi. et en fait, ça, c'est les jumpscares même de maintenant, comme ceux de l'époque des années 2000, bah, c'est les mêmes en fait. Ils ne sont pas changés, ce public, je pense, qui est tellement lobotisé que. Ah, puis je pense aussi que la majorité, on va dire, pense que un film d'horreur doit avoir des jumpscares pour justement que tu sursautes. Moi, quand j'en parle avec beaucoup de gens, beaucoup confondent la peur, la vraie peur, avec justement le jumpscare qui en fait éprouve juste ce qu'on appelle un sursaut. Oui, c'est une sorte de peur, mais c'est pas la peur profonde. C'est juste un sursaut. Le but, c'est de faire tac. C'est un petit peu comme ton cœur quand il te le fait comprendre avec ton cerveau quand tu dors devant pour savoir si tu es encore vivant. Il se fait le délire de sensation de tomber. Ce sont des réflexes en fait de savoir si tu es encore vivant. Mais c'est pas ça la vraie peur. Peur. Et les gens associent ça à ça, et du coup, dès qu'il n'y a pas un film qui n'a pas de jumpscare, ils sont en mode c'est de la merde. Mais en fait, non. Plutôt respecter les gens qui adorent l'horreur, et pour nous, ça, c'est on se fait chier. Parce que faut l'avouer, moi, quand je vois un film d'horreur, par exemple au cinéma, j'y vais parce que j'ai envie d'avoir peur. C'est une émotion. C'est une émotion que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, mais c'est une émotion qui est très primitive, certes, mais qui fait partie de nous. En général, et moi j'aime bien la ressentir cette émotion, comme j'aime bien envie de pleurer devant un film, comme j'ai envie de rire devant d'autres. Mais quand du coup je vois des films comme ça, même comme le remake qui en effet ne sait pas ce que c'est la peur et pense, comme beaucoup de gens le savoir avec des jumpscares, c'est horrible. Something in the fog. Nick! Where are you? Nick! Tu regardes ça, tu fais. Est-ce qu'il y a des qualités quand même dans Fuck pour toi? Franchement, c'est vraiment. Les rares qualités, c'est des trucs vraiment basiques et. Ouais. Franchement, il souffre clairement de la comparaison, quoi. Si on le fait, puis même en tant que film. Enfin, c'est le genre de film d'horreur que tu sais très bien comment ça va se dérouler, tu vois venir tout à 2 km. Ouais, il n'y a rien de nouveau, quoi. Et en plus, ils te font des morts. J'en ai trouvé une petite qualité dans le film. Moi j'ai une qualité, c'est il m'est pas resté dans la tête longtemps, donc je me souviens pas à quel point c'est nul. C'est une qualité. C'est une qualité. Ah non, en fait, il m'a foutu la paix dans ma psyché. En fait, c'est le genre de film que tu l'as vu, tu l'oublies en fait. Voilà. Contrairement à l'original. Exactement. Le seul truc, L'original, il y avait une petite ambiance, il y avait quelque chose, il y avait un style que la réalisation là, il y a même pas quoi en fait. C'est une teinte grisâtre et tout ça. Il y a juste une petite idée, c'est que j'avoue que le visuel du bateau, quand on le voit à chaque fois avec les marins dessus, est joli. D'accord. C'est juste la seule, visuellement, c'est juste la seule qualité que je trouve. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est tout. Quoi. Comment résumer un film? C'est joli. C'est horrible de dire ça. C'est horrible. Ce que tu as dit sur les jumpscares m'a fait penser à un truc qui pourrait être horrible. Ce serait un remake de The Shining avec des jumpscares. Oh putain. Ça serait horrible.
Non mais ouais, surtout qu'il est pas fait pour... Bah c'est ça. Il n'avait pas tenté Stephen King en série d'ailleurs. Il l'a fait en série, mais il n'y avait pas de jumpscare. Il D'accord. n'y avait pas de jumpscare. S'il avait juste fait un truc plus Si, fidèle à... il y en a eu, il y a un jumpscare dans le film, c'est tout. Après, le jumpscare peut être intéressant, mais il faut déjà bien l'amener, mais il faut pas l'effet... C'est ça le problème, c'est qu'en fait, le jumpscare, pour moi, c'est il y a des films qui le font, que ce soit remake ou autre, qui le font très bien, mais parce qu'ils ont compris qu'en fait, le jumpscare doit pas être tout seul. Oui. C'est-à-dire, il vient, mais avec un avant et un après. C'est-à-dire qu'on continue, c'est-à-dire qu'on a fait le frisson, mais on continue. Il faut que tu aies le frisson, que tu sois en mode... et que tu continues. La peur est là, continue. Les films maintenant, c'est jumpscare, hop, rien. Jumpscare, hop, plus rien. Ah d'accord, bon, ce que tu me dis, continue, hein. Jumpscare, petite bière. Ouais, c'est ça. Jumpscare avec une bière, apéro. Ce que tu me dis, ça Bien, vas-y. Ce que tu me dis, ça me fait penser à un des jumpscares les plus connus du cinéma d'horreur. C'est le test sanguin dans The Thing. Oui. Celui-là, il marche. Il parce marche. que ils te font pas, ils s'attardent pas sur l'élément en question. Ils s'attardent sur la scène, Ça, c'est vrai. pas sur. Et en le- plus, il y a une conséquence. Ça Ouais. continue Ouais. derrière, en Ouais. fait. Le truc, c'est que Carpenter, au niveau de sa conception des choses par rapport à si on refait ses films, actuellement, c'est vraiment je touche de l'argent, je m'en fous. Oui, c'est ça. En fait, il C'est- le dit lui-même, c'est putain la main et donnez-moi le chèque. quoi. Voilà, je m'en fous. Le Ouais, mais seul... tellement dégoûté du cinéma. Oui, voilà, non, mais surtout aussi, c'est qu'il est vieux, entre guillemets, et que bon, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, et voilà. C'est pas ça, quoi. Bon, il y a des moments, il met des hauts là. Il met des hauts là par rapport à certains remakes que certaines personnes veulent faire. Par exemple, Dwayne Johnson veut absolument faire un remake de Jack Burton. Pas touche. Oh. Et Carpenter, pour le coup, a refusé. Ok. En disant, mais pourquoi faire un remake d'un film qui s'est planté Pour replanter une deuxième pour fois. en planter une deuxième fois? Et pourtant, Disney devrait le faire, parce que refaire l'Atlantide ou la planète au trésor, pardon. Alors attention, par contre, pas touche à cela. Si jamais tu touches à cela qui font très très mal, là, ça va gueuler. Oui, non, mais c'est ça qui est. Genre. Ou Taram. Oh oui, putain, faites ta rame. Ouais, l'améliorer parce que moi, désolé, j'étais déçu de ces dessins animés. Taram. Bah, quand Il y a tu des vois gens- les dessins préparatoires de Tim Burton, justement, tu te dis, ah, ça aurait pu être vachement Voilà, plus intéressant. j'avoue que ouais, le faire bien, là, pour une fois, le faire mieux, parce que j'avoue que le dessin animé, Je ils m'ont veux laissé sur ma faim. l'Atlantide. Pardon. Mais réalisé par Del Toro. En plus, En vu tout que cas, c'était voilà. dessiné par le mec qui avait Ouais, dessiné c'est- Hellboy. c'est vrai Hellboy, que pardon. ouais, c'est- voilà. Faut que le remake, je me rappelle surtout d'un passage sur un bateau où tu avais genre des jeunes qui s'amusaient, puis ça se Oui, bah disparaissent tous. justement, ça encore, c'est un truc cliché parce que tu Ouais, tu c'est- vois la scène là, tu te dis bon, bah ils vont mourir. Ils vont mourir direct. Non, puis en fait, je trouve en fait qu'on parlait de l'ambiance de l'original, mais parce que l'original en fait, c'est Carpenter, c'est ça en fait, c'est Carpenter, il installe d'abord une ambiance avant. Oui, avec l'extrait, la très 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 bonne scène d'intro là, avec Oui. l'histoire qui est racontée sur C'est la un page. conte. Ce qu'on n'a pas, parce que dans la version, dans le remake, on a directement le flashback de tout ce qui. Ouais, c'est ça. Pourquoi le montrer, Oui. le raconter, c'était tellement mieux. Voilà. Parce qu'on s'imagine le truc, Et- c'est mieux. Et je trouve que bon voilà, de toute façon. En plus, c'est pour le montrer pour qu'on comprenne rien, merci. En plus, parce que franchement, c'est Oui. plan. Là, Ça- tu vois le mec sur le canot. C'est cool. Jumpscare. J'ai l'impression que depuis que, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression Dans que- le brouillard. Ouais, j'ai l'impression que- Personne ne vous en verra disparaître. J'ai l'impression que depuis que c'est Alien, il est passé avec ce délire de C'est genre ça. dans l'espace, personne dans un grillé, tout le monde reprend la même phrase. C'est une fois, il y a pourtant, j'avais vu aussi un film d'horreur, ça se passait dans le désert, c'est écrit dans le sable, personne n'entendra crier. Oui, d'accord. Et en plus, ils ont Dans fait un le truc- sale, vous aurez très chaud. Ah ouais, super. En plus, comme tu parlais de la réalisation de Carpenter, c'est que Carpenter, il avait il avait ce côté aussi malin, c'est de laisser des espaces vides dans les plans. Oui. Pour justement que nous, on attende un jumpscare ou On quelque chose. attend quelque chose. Et des fois, il n'y avait rien. Et du coup, on était sur nos gardes. On attendait, on se En demandait fait, s'il y avait autre chose. en fait, tu es acteur du film, tu n'es pas passif. C'est ça. Tu n'es Ouais. pas. Ouais, parce que combien. Bah c'est pareil, tu vois, c'est bien un public qui est très difficile, même en termes de film d'horreur, à réussir je veux dire, conquérir, si on peut dire ça comme ça, je sais pas comment dire. C'est les gens le monde des gamers. Parce qu'eux sont habitués à pas être regarder, acteur. pas être Très juste actif, quoi. passif, mais actif. C'est-à-dire que je connais des gens, ils supportent pas aller voir des films d'horreur au cinéma, mais parce qu'ils se font chier, Bah parce oui. qu'ils ne ressentent rien. Parce qu'ils sont passifs alors qu'ils sont habitués à avoir des vibrations dans la manette. Eh ben, on va créer un film où ils vont se prendre tout dans la gueule, mais en vrai. Et en plus, C'est chacun un boxeur à côté. Bah rigole, il y Et a on un gars, fait- il y a et un on gars qui a fait- imaginé ça. Il y a un gars qui avait imaginé ça, d'ailleurs, de quand tu meurs réellement. et en plus, Oui, mais- Un casque virtuel qu'il faisait. Oui, oui, Ouais, oui. voilà. c'est pour ça en fait que Carpenter il adore les jeux vidéo.
Ouais, C'est un grand gamer. Hein, gamer, ouais, sûr. Et ça se ressent dans ses films. Donc, pour conclure, ne matez pas le remake Et en de plus, Fogg. Si vous trouvez Fogg en occasion, vérifiez que il est fait par Carpenter. Et qui coûte moins de 4 €, parce que sinon vous l'achetez pas. Et encore, même 4 € c'est trop cher. Et en fait, en termes de narration aussi, il y a un truc qui est vraiment cliché, c'est que, comme par hasard, les personnages principaux sont tous des descendants des pères fondateurs. Oui, c'est vrai. Oui, je me rappelle la scène où il y a la fameuse statue au début. Tout. Tellement pas le cas dans la version d'origine. Non, c'était mieux, parce que c'était mieux gens lambda. Ouais. Et même c'est tous les descendants des gens qui ont fait le truc de mal, du coup il faut que vous faisiez un truc bien. C'est eux qui vont payer, Et le pire, c'est que même les personnages qui ont les mêmes fonctions que les personnages dans l'original, c'est la même erreur qu'ils ont fait dans le remake de Freddy. En fait. La même erreur qu'ils ont fait en remake de Freddy. C'est les enfants qui ont traqué pour les parents qui ont volé Freddy. Tu m'as coupé la fin, c'est pas bien. Pardon. Je crois que t'es terminé, désolé. Non, j'étais en train de parler. Vas-y, continue. Et maintenant la recette de Punch. Et du coup, même les personnages qui reprennent exactement les mêmes personnages que dans le film d'origine sont clairement passés à la monnaie du style années 2000 allez. Par exemple, Stevie Wayne, donc la présentatrice radio, qui est jouée par Adrienne Barbeau dans l'original et par Selma Blair dans le remake. Comme par hasard, elle est traitée comme une présentatrice météo, une présentatrice radio, mais genre aguicheuse, tout ça. Ouh, quelle voix sensuelle! C'est exactement ça en plus. Et ce qui n'était pas le cas, parce qu'Adrienne Barbeau, elle avait certes une voix un peu suave, tout ça, mais c'était pas un truc. À parler quand même de choses assez sérieuses. Oui, puis c'était pas en mode. Ah oui, c'est de la radio que j'ai Oui, mais c'était pas en mode recherché quoi. Oui, voilà. Ouais, puis en plus la radio, je crois, dans le remake, je crois que c'est une pseudo goth émo à la con. Bah, c'est ma blague quoi en fait. Ouais, c'est ça, tu fais quel cliché jusqu'au bout. Du coup, ouais. Au moins, c'est bien, ils étaient jusqu'au bout. Ils ont dit, tant qu'on est un cliché, on va jusqu'au bout. Excusez-moi, j'ai pas rempli ma grille de bingo de clichés, il nous manque un truc. Une fille gothique. Une fille gothique à moitié émo, qui fasse la radio avec une voix qui faisait, genre. Et du coup, et aussi la musique, parce qu'on a parlé de la musique de Carpenter qui est indétrônable, clairement. La musique de Graham Revel, qui est pas du tout un mauvais compositeur, qui a fait par exemple les musiques de The Crow et c'est vrai, aussi 13e Guerrier, enfin plein de films. La musique elle est pas mauvaise, mais elle est clairement pas au niveau quoi. En fait, il n'y a pas de thème récurrent quoi, comme il y avait dans pratiquement tous les films de Carpenter. En fait. T'as toujours un thème percutant. Donc ouais, quand on sait que Carpenter a été producteur sur le film, moi je me dis en fait il a juste pris le chèque et puis au revoir. Non, il a juste dit vous avez le droit de le faire, donnez-moi 10 millions. Voilà. Et ce qui est moche, c'est que ce qui est dommage, c'est que le film est dédié à Debra Hill, qui était la collaboratrice et co-scénariste historique de Carpenter. Et franchement, elle méritait mieux comme hommage, clairement. Ouais. Ce qui est moche, parce qu'elle est décédée la même année l'année de sortie du film. Oui, sûrement après l'avoir vu. Parlons de ça, elle a dû, transition, mais parlons de ça, elle a dû se transformer en ange. Je vais parler d'un film un peu particulier, donc c'est un remake, un film qui date de 1998 et qui est réalisé par Brad Silberling, à qui l'on doit Casper. Casper, le Casper. Le Casper bien. Ouais, produit par Spielberg. Voilà, avec Clint Eastwood en caméo, Mel Gibson en caméo, etc. Non, moi c'est juste le fait que tu dises qu'on lui doit que ça. Christina Ricci. Oui, Christina Ricci. Il s'agit, et le titre du film s'appelle La Cité des Anges. Avec. Chicago. Nicolas Cage. Avec Nicolas Cage. Non, tu confonds La Cité de la Joie avec. Ah oui, c'est de la Joie, ça n'a rien à voir. Non, La Cité de la Joie, c'est un meilleur film. Oui. C'est bon, je vois c'est quel. La Cité des Anges, donc c'est avec Nicolas Cage et Meg Ryan à l'époque où elle était regardable. C'est-à-dire qu'elle avait un visage humain, quoi. Voilà, maintenant c'est. Voilà, c'est ça. C'est figé dans le temps. C'est figé dans le temps. Et si les anges étaient parmi nous, silencieux et invisibles? Le chirurgien dans la salle d'opération ce matin, elle m'a regardé moi. Et si l'un d'entre eux, personne peut te voir, sauf si tu veux qu'on te voie, tombait amoureux de l'une d'entre nous? Et si je veux qu'elle me voie, pourquoi le voudrais-tu? Pour pouvoir l'aider. Et il s'agit d'un remake d'un film qui est très important.
enfin, pour moi, parce que c'est un film que j'ai découvert sur le tard et je voulais absolument le voir. Et c'est un remake du film Les Ailes du désir, réalisé par Wim Wenders, à qui l'on doit L'ami américain, qui est adapté d'un roman avec le personnage de Ripley. Ah, c'est connu. Le talentueux Monsieur Ripley. Ah. Donc l'ami américain est une autre adaptation. Et ou encore le film Paris, Texas, qui est un petit peu plus connu dans le monde cinéphilique, on va dire. Mais Les Ailes du désir est largement connu, il est sorti en 1987. C'est un film allemand, et ça a son importance. Pourquoi je dis ça? En plein milieu du mur de Berlin, et ça a son importance aussi. Le film est au plein milieu du mur. Oui, comme ça. C'est pour ça que c'est de la merde. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans le mur et puis après ils sont voilà, partis. démerdez-vous. Parce qu'en fait, la caméra a tourné dans le mur pendant 2 heures. Ça raconte quoi? Ça fait un film. Ça raconte quoi, la Cité des Anges? Donc, Seth est un ange des temps modernes, une créature céleste qui aspire à se rendre utile sur Terre. Pour ce faire, il prend de temps en temps une apparence humaine, mais la mission exige le plus souvent qu'il reste invisible. Lors d'une de ces missions, il rencontre le docteur Maggie Rice, il en tombe amoureux. Voilà. Romance. Donc c'est un film romantique qui sent bon les années 90 avec tout ce que cela comporte. Alanis Morissette à la BO, très belle chanson d'ailleurs qui lui a valu je crois un Golden Globe ou un Oscar d'ailleurs, de la meilleure chanson originale. Bravo madame. En même temps c'est Dieu. En même temps c'est Dieu, je suis d'accord. Oui c'est Dieu. Donc, quelle est la référence? Je vais dire d'abord les points positifs, d'accord. Avec un très bon Nicolas Cage, tout en sobriété, tout en vulnérabilité. Je vais arriver avec ce putain de mot-là. Le problème, c'est qu'avec Nicolas Cage, on ne sait pas si c'est sarcastique ou pas. Alors non, je dis vraiment avec sérieux, Nicolas Cage est très très bon dedans. C'est Nicolas Cage, parce que la subtilité, tu dis... Non, il est très en retrait, très calme, très doux. Vraiment, c'est très bien. Il n'avait pas encore commencé la coke. Exactement. Meg Ryan est pas... c'était à l'époque où Meg Ryan était tout le temps attachante en fait. Donc, tu sais, ça marche. Ça marche. Elle venait à attacher les gens. Ouais, voilà. Mais, voilà, juste, c'est tout. Et quelques jolis plans par-ci par-là. Parce que les anges en fait se réunissent toujours au même endroit et c'est une plage. Et il y a le lever le soleil, c'est juste un joli plan, c'est juste, voilà, on voit l'affiche sur l'affiche, ils mettent ça. C'est tout pour les points positifs. Parce qu'en fait, la grosse force de Les Ailes du désir, c'est déjà c'est un film qui parle pas, enfin, je veux dire par là que Les Ailes du désir parle pas que d'une histoire d'amour, pas que des anges, pas que de ça, ça englobe pas mal de choses. Ça parle de la vie, ça parle justement aussi des gens qui vivaient à l'époque en Allemagne, pendant le mur de Berlin. Il y a Peter Falk, bordel de mer, dans Les Ailes du désir, qui joue son propre rôle. Donc Peter Falk incarne justement Peter Falk, qui va en tournage en Allemagne. Parce qu'en fait, il y a plusieurs histoires parallèles. Et il y a une très grande mélancolie dans ce personnage-là, qu'il incarne. Mais tous les personnages sont mélancoliques, tous. Et en plus, il y a un noir et blanc magnifique dans Les Ailes du désir qu'il n'y a pas dans La Cité des Anges. La Cité des Anges, c'est juste, voilà, c'est en couleur point barre. Et ça parle de la vie, ça parle de l'art aussi en même temps, ça aborde pas mal de choses, le désir de vivre. Dans le remake, Nicolas Cage, oui, bon, bah, il est amoureux, oui, il veut vivre, mais il veut vivre de quoi? Tu sais, il veut juste, il veut juste faire l'amour avec Meg Ryan, très clairement. Il veut juste goûter, avoir le goût de la pomme et de la poire. Mais c'est basta. Que dans Les Ailes du désir, c'est beaucoup plus profond que ça. Il est amoureux, oui, mais il veut... déjà dans l'original, il ne peut pas se montrer. Parce qu'il est tout le temps invisible.
En fait, les anges dans les ailes du désir, un peu dans la cité de la joie, mais c'est beaucoup plus parlant dans les ailes du La désir. cité des La cité des anges, décidément. Cité de la joie, c'est encore autre chose. Dans les ailes du désir, les anges n'interviennent pas dans la vie des humains, mais ils sont des accompagnateurs, comme si c'était des personnes qui écoutent derrière ton dos tous tes malheurs, toute ta tristesse, toutes tes craintes. C'est ça les anges dans les ailes du désir. C'est ce qu'ils sont. Et dans la cité des anges, il y a un petit peu ça, cette idée-là, mais en fait c'est vite expédié. C'est vite expédié. Donc oui, il entend certaines choses, etc. Mais bon voilà, la première plan du film qui est pas mal, hein, c'est vraiment la première introduction du film est pas mal, c'est que tu vois une petite fille qui est dans un lit d'hôpital, elle va mourir. Et la seule personne qu'elle voit, ouais c'est gay, la seule personne qu'elle voit, c'est Nicolas Cage, qui l'emmène. C'est peut-être la meilleure scène du film, parce que c'est bien amené. Voilà. Mais après, c'est cliché. C'est une comédie romantique. Et j'ai rien contre Meg Ryan, mais dans l'original, déjà, elle n'est pas médecin, elle est trapéziste. Donc c'est lié encore une fois à l'enfance. C'est lié, tu sais, voilà. Et l'ange, dans les ailes du désir, lui, il assiste, entouré d'enfants, au spectacle. Mais le truc, c'est que les adultes ne le voient pas. Mais les enfants, il y a un enfant qui le voit. Et ça, c'est super intéressant. Et l'actrice qui incarne justement cette trapéziste-là s'appelle, excusez-moi, je vais écorcher le nom, Solveig Domartin. Ça Si, Solveig Domartin. Oui, Domartin. Domartin, qui est une actrice française, qui était la compagne du réalisateur, et qui est juste magnifique. En fait, elle est même pas que physiquement quoi que ce soit, c'est l'aura qu'elle dégage. Elle est juste sublime et tu peux comprendre que tu peux tomber amoureux tu sais, tu peux être à la place de l'ange en question, tu peux tomber amoureux d'elle. Meg Ryan, alors oui, elle était toute mignonne à l'époque, mais il n'y a pas ce côté pourquoi l'ange est amoureux d'elle. Alors oui, elle sauve des vies, elle veut à tout prix sauver des vies par son métier, mais pourquoi tu es amoureux d'elle? Et dans les ailes du désir, on comprend pourquoi il est amoureux d'elle. C'est pas le fait qu'elle soit que son métier, il y a plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Et je trouve aussi, c'est que Les ailes du désir, c'est vraiment un film poétique, ça c'est sûr et certain, qui aborde beaucoup la question politique, la question de la place de l'être humain, etc. Et surtout aussi, c'est que Peter Falk dans le film, et c'est un fait amusant, c'est que c'est un ancien ange qui a trouvé la manière pour devenir humain. Et l'ange, en fait, va lui demander conseil. Comment tu as fait? Que dans la Cité des Anges, il rencontre juste un mec lambda, pratiquement, qui est le voisin, un peu, comme c'est super, le voisin de Meg Ryan, c'est facile. Et en fait, il a une crise cardiaque, le mec, et en fait, il y a Nicolas Cage qui est en face de lui, et en fait, le mec lui dit « Je sais que t'es là ». Il a dit « Parce que moi aussi, j'étais comme toi ». Waouh! Ah là là, qu'est-ce que c'est bien fait, le monde, voilà. est tellement que là, dans Les ailes du désir, c'est qu'on suit le parallèle de la vie de Peter Falk, mais on suit la vie entre guillemets de l'ange, mais en fait ils vont se rencontrer pas comme... Il y a un truc qui se passe en fait. Il y a une comédie musicale. Ouais, voilà. Et la rencontre se fait naturellement. Ouais. Voilà. C'est qu'à un moment donné, l'ange était là, et Peter Falk sent quelque chose. Et il l'aborde, mais il part dans le vide. C'est ça qui est intéressant aussi. Et l'ange se dit, mais il parle à qui en fait? Il lui dit, excusez-moi, vous n'avez pas vu ma femme? Alors la VF est géniale parce que c'est sa voix... ouais, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Et surtout aussi, c'est que Alors je vais spoiler la fin parce que je trouve qu'elle est problématique. Elle est totalement problématique. Ouais. La fin du remake, donc Nicolas Cage réussit à devenir humain en faisant le grand saut, littéralement, et il retrouve Meg Ryan. Il passe la nuit avec elle, donc la première chose qu'il fait c'est, voilà, hein, il joue aux cartes. Il joue aux cartes, et ensuite après, bon bah il découvre... C'est de la mini-mobilette. Ensuite, donc il découvre les choses, donc il découvre le goût, il prend une douche, elle est chaude, il brûle,
il prend une douche froide, ah c'est froid. Mais pendant ce temps-là, Meg Ryan, elle s'en va en vélo pour aller faire des courses. Devinez ce qui se passe. Camion. Elle meurt. Camion, elle meurt. Nicolas Cage, et en plus ça tombe bien, c'est qu'elle se prend le camion, mais je peux deviner. elle se prend le camion, mais bon, à 2 pas, à 5 minutes de chez elle, hein, donc voilà. Nicolas Cage, il court. Ah, tu meurs, je peux pas, j'ai pas envie. Je peux deviner. Il va donner sa vie pour elle. Non, même pas. Ah merde. Même pas. Il va donner la vie du voisin. Ça serait tellement drôle. Même pas. C'est qu'à la fin, donc Meg Ryan meurt. Il la laisse partir, en fait, et lui, il reste humain. Mais seul. Bouh. Et en fait, la morale, c'est j'ai vécu les meilleurs moments de ma vie avec elle en une soirée. Waouh. Maintenant, je suis vieux. C'est super. Eh oui, avant super. j'étais un ange, bande de petits cons. Papi, je crois que t'as pas pris tes médicaments. Je vous ai expliqué quand je volais. Pardon. Moi, pour ma part, c'est ce genre de fin hollywoodien qui tente de faire pleurer dans les chaumières. Tu sais, c'est allez, vas-y, c'est l'amour impossible, allez, vas-y. Fin hollywoodienne, c'est une fin. Oui, une fin, pardon. Et je vais vous dire la fin de l'original, parce que c'est digne de comparaison. Ça se passe à peu près de la même manière. Alors elle meurt? Non, ça se passe de la même manière. C'est qu'il devient humain. Mais avant de devenir humain, après qu'il soit devenu humain, il va mettre du temps à la retrouver. Il va découvrir par lui-même le fait d'être humain. Donc, de ne pas avoir d'argent. Parce qu'il est SDF, de ne pas avoir d'argent, de galérer, de se prendre des coups, d'avoir mal, etc., etc. Il va prendre le temps de découvrir la vie, réellement. Après, il dit, s'il vous plaît, vous pouvez l'emmener, là, c'est ça craint trop ici, en fait. Et en fait, il va retrouver la femme qu'il aime, mais la femme qu'il aime, elle va pas dire, super, t'es revenu, youpi. Non, c'est que comme elle ne l'a jamais vu, elle a juste senti sa présence, mais elle ne l'a jamais vu. Donc en fait, il va reparler avec elle. Donc c'est beaucoup plus, ça prend beaucoup plus son temps, c'est beaucoup plus joli. Il va apprendre à la connaître. Il va apprendre à la connaître, réellement. Voilà. Et en fait, à la fin, elle ne meurt pas. Ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble. Et en fait, la construction est beaucoup plus intéressante. Que là, c'est... oui, ils se sont vus. Dans le remake, ils se sont vus. Ils se causent. Le mec, il saute dans le vide. Et hop, il la retrouve. Donc c'est oui, c'est comme ça, j'ai rencontré votre grand-mère. Papy, t'as pas pris tes médocs. Mais je vous jure qu'il dit la vérité. Oh mon Dieu, mamie non plus, elle a pas pris ses médocs. Les deux sont fous. Oui, mais ils sont heureux. Mais en fait, bon, j'ai une grosse préférence pour Les Ailes du Désir. Moi, j'avais vu la Cité des Anges avant. Je l'avais vu avant. Et moi, quand j'étais gamin, j'aimais bien le film. Pour ce qu'il racontait, c'était très joli, c'était c'est fleurs bleues et tout ce que tu veux bien. Mais quand tu vois après l'original, tu te dis c'est autre chose quand même. Là, c'est littéralement autre chose. Même l'ambiance n'a rien à voir. En plus, c'est vraiment un film qui vraiment parle de son pays aussi. C'est ça aussi, Les Ailes du Désir. Et après, bien des années plus tard, en fait, l'ange qu'on suit a un binôme avec lui. C'est un autre ange aussi. Et en fait, à l'époque, le réalisateur voulait en fait terminer son film par fin de la partie 1. Parce qu'en fait, il avait en tête de faire une partie 2. Et sur le deuxième ange, du coup Sur le deuxième ange. Et le truc, c'est que il avait plus de budget pour ça. Donc en fait, il a terminé le film sans fin de partie 1. Mais des années plus tard, il se lance le projet de faire vraiment la suite que j'ai vue, ou ensuite le deuxième ange, qui décide de faire la même chose que le premier, mais pas en question d'être amoureux, mais question de qu'est-ce que ça fait d'être vivant, d'être un être humain. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui va totalement partir du mauvais côté. À partir du moment qu'il est humain, il va rentrer dans l'alcool, rentrer dans la drogue, il va tout voir en fait du côté négatif de la vie. Alors, il est moins réussi que le premier, parce que le réalisateur s'est permis de... Il a mis du temps, mais il a repris tous les comédiens du premier, sauf Peter Falk. Non, je dis des conneries, Peter Falk est là.
je suis con, il est présent. Il a regroupé tous les acteurs du premier, mais le problème c'est qu'il a mis des sous-intrigues, et à un moment donné tu te paumes. Et tu sais plus où tu veux, tu sais plus où il veut aller. Contrairement au premier qui est maîtrisé de bout en bout. Même s'il y a plusieurs différentes histoires, etc., mais il arrive à regrouper le tout. Et le deuxième, en fait, ce qui est intéressant, c'est justement de voir l'autre ange subir la merde. La merde, il a pas Et c'est quoi le nom du deuxième film, du coup? Si loin, si proche. Si loin, si proche. Voilà. Et qui reprend la même base. Et en plus, ce qui est hyper intéressant, parce que là, je reviens vraiment sur que le premier, c'est que quand l'ange est ange, le film est en noir et blanc. À partir du moment où il décide de faire un grand saut, le film devient en couleur. Parce que comme c'est un ange, il ne sait pas ce que c'est la couleur. Donc on suit son point de vue à lui. Et ça, je trouve ça super. Et voilà, alors il y a beaucoup de gens qui adorent La Cité des Anges, donc le remake, parce que c'est l'époque, parce que ça sent, oui, ça sent les années 90 à donf. Rien que la BO. Donc c'est l'époque où il n'y avait pas forcément une musique marquante, mais il y avait surtout des artistes qui faisaient toute une BO complète. Donc il y a Alanis Morissette et d'autres artistes. Dieu et ses apôtres. Dieu et ses apôtres. Dans Les Ailes du désir, on a Nick Cave. Et ça change. Nick Cave, je ne sais pas si vous connaissez. Mais bon, c'est un artiste de rock. Qui matche bien en fait avec l'ambiance du film. Et La Cité des Anges est beaucoup appréciée par rapport à cette fin douloureuse que je n'aime pas, parce que là pour le coup on parle de clichés heureux, mais il y a aussi des clichés malheureux. Oui. Et ça en fait partie. C'est-à-dire que je trouve que le remake en fait a juste gardé la trame de l'ange qui est amoureux et qui veut plus être ange. Ils ont pris que ça. Ils ont fait à leur sauce à eux, mais ils n'ont pas gardé tout ce qui faisait toute la poésie du film et tout ce que le film raconte derrière en fait. Ils ont juste pris la trame et c'est tout. Il peut renoncer à l'existence telle qu'il la connaît et devenir l'un d'entre nous. On choisit de tomber sur Terre. Et quand tu te réveilles en bas, tu es humain. Nicolas Cage, Meg Ryan. La Cité des Anges. Ça me fait penser à You Got Mail. You Get Ouais, c'est exactement que c'est Meg Ryan. Le remake de Rendez-vous. Ah oui, je n'aime pas ce remake. De ce que tu me dis, ça me fait la même sensation de quand j'ai vu You Got Mail, alors que j'avais vu Rendez-vous de Ernst Lubitsch avant. J'étais en mode, oh putain, ils ont vraiment tout édulcoré. Quoi. Oui, bah c'est un peu ça, c'est ça. C'est encore un remake que je n'aime pas. Parce que quand moi tu m'as fait découvrir Rendez-vous, et Rendez-vous je suis tombé amoureux, j'ai fait putain c'est quoi voilà. Mais voilà, je peux comprendre qu'on peut préférer La Cité des Anges, La Cité des Anges parce que La Cité des gens. La Cité des Anges. C'est la suite de La Cité de Dieu, non parce qu'il est beaucoup plus accessible peut-être, moins poétique, beaucoup plus... Par à tout le monde, ouais. Voilà, c'est une histoire d'amour, point. Mais je juge que Les Ailes du désir est largement beaucoup plus intéressant, beaucoup plus beau, beaucoup plus parlant, beaucoup plus en fait. C'est ça le truc. Et je trouve que c'est un remake totalement oubliable. Très clairement, Meg Ryan et Nicolas Cage ont fait des meilleurs films. Oui. Chacun de leur côté. Chacun de leur côté. Donc, tu ne recommandes pas La Cité de la Peur des anges. Des anges. Non, je vous conseille surtout Les Ailes du désir si vous voulez voir. Et pas La Cité des enfants perdus. Pas les idées. Remarque si. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ben voilà. Oui, mais c'est pour dire toutes les cités, comme ça c'est toutes les cités. On fait tout le tour au niveau des remakes, donc merci messieurs, c'était super cool. La fatigue arrive et la fin surtout arrive aussi un petit peu. La conclusion, c'est que je pense qu'on peut dire, vu qu'on a parlé des bons et des mauvais, c'est qu'en fait... Que toi tu t'énerves beaucoup vite. Quoi ? Tu t'énerves un peu vite. Oui, non, bah déjà ça m'énerve quand vraiment tu te dis, mais en fait tous les mauvais choix ont été pris. Non, et surtout, par rapport à ce qu'on disait au début, de qu'est-ce que nous on pense un bon remake ou pas, bah en fait c'est que s'il y a
une volonté intéressante de le faire, ça peut donner un truc cool. Oui, voilà ça. Oui. Quand la volonté, c'est pas juste le pognon. C'est pour ça que moi, Rien n'empêche pas l'autre en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des remakes qui sont extrêmement intéressants, qui sont super, voire même supérieurs à l'original, qui ont rapporté énormément d'argent. Oui, non, Et mais ça marche, tu vois. Alors, la volonté de passe peut être le pognon, mais s'il laisse des artistes, parce que non, c'est pas qu'un seul, des artistes faire un truc Oui, voilà. qui peut être parlant, Oui, voilà. Là, on est quand même sur des bons rails. Merci à vous et on se retrouve pour une prochaine émission qui sera tournée en septembre. Et on choisira le sujet. Il y a plein de sujets qui ont été sélectionnés. Donc voilà. Bah, on vous dit à la prochaine. Bon visionnage de film. Voilà. Gavez-vous de cinéma, c'est cool. Je vais faire une petite phrase d'accroche comme tout le monde fait. Là. Non. Monsieur Spock. Monsieur Spock.